reçu avec tous les honneurs, avec par les généraux. Et quand je suis retourné là-bas la première fois, j'étais retourné comme un petit délinquant. Donc accueilli comme si j'avais volé de l'argent, comme si j'avais fait des trucs. Donc ça m'a fait du mal. Et puis je suis parti plusieurs fois, des enquêtes à la gendarmerie à n'en plus finir. Et ensuite à la CREI. Quoi, ils vous ont fait poireauter? Ils m'ont fait poireauter. Ils sont venus me cueillir devant mes enfants. Quand même, les gens oublient ce passage-là. J'étais arrêté chez moi. Les gendarmes sont venus m'arrêter. Ils m'ont mis dans le fourgonnette. J'étais allé chez le procureur. J'ai rencontré plusieurs fois le procureur devant la commission d'instruction. Il y a des fois où je suis parti et je n'ai pas ça n'a pas été médiatisé parce que je n'ai pas voulu le faire, mais je suis parti plusieurs fois à la commission d'instruction pour être entendu. Tous les lundis, je pense que Briband ne peut pas être plus grande. Tous les lundis, je suis obligé partout où je suis d'aller signer pour signaler ma présence au niveau du territoire national. Je pouvais juste me déplacer jusqu'à Diamniadio. Parce que quand je suis dans la région de Dakar, si je vais à Thiès, je vais à Hambourg, je suis obligé d'appeler à la commission d'instruction. Et vous avez subi tout cela comme de l'humiliation? C'est de l'humiliation. C'est de l'humiliation. Moi, je trouve que c'est... Vous êtes un citoyen? Je suis un citoyen sénégalais. Un justiciable? Tout à fait, je ne le refuse pas. Mais vous savez, la justice, elle se fait en respectant un certain nombre de principes. De droit, moi, je suis un juriste. Je suis docteur d'État en droit. Je suis docteur en droit. Donc, si une juridiction... Mais quand on parle de délit financier, il y a un minimum quand même. Un délit, vous savez, un citoyen, tant qu'il n'est pas condamné, il est innocent. Donc il y a la présomption d'innocence qui fait qu'il faut respecter un certain nombre de principes. Et dans notre loi pénale, la procédure, quand il s'agit de l'instruction, il y a un délai pour une instruction. C'est 6 mois l'instruction, une instruction normale. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un dans une situation qui est une situation d'exception. De privation de liberté, de privation de mouvement pendant presque 5 ans. Mais vous n'avez pas été le seul à subir ce type de traitement. Il y en a même, j'ai cité tantôt Karim Wade, il y en a beaucoup, Karim Wade, parce que en vous voyant, des fois on pense à Karim Wade, vous avez été très proche à un moment. Oui, vous n'avez pas été le seul homme politique à subir cela au niveau de votre famille, au niveau de votre formation politique. Comment on a perçu? D'abord, je vous rectifie. Je pense que les gens font souvent beaucoup d'injustices vis-à-vis de moi. Parce qu'en dehors de Karim Wade, de Taïb Ndiaye qui a été mis en demeure, parmi les 25 qu'on a cités, j'étais le seul à avoir été mis en demeure, de justifier le régime de main. J'étais le seul à avoir été inculpé. J'étais le seul à avoir été mis sous contrôle judiciaire. Parmi tous les autres hommes politiques. Vous n'avez pas entendu quelqu'un d'autre. C'est ce régime-là. Et je suis le seul dont le dossier est dans une phase terminale d'instruction. Par conséquent, je ne vois pas la faveur qui m'a été faite dans tout ça. Maintenant, comment ma famille politique a perçu ça? Tout le monde le connaît. Dès le départ, je leur ai expliqué les tenants et les aboutissants de ces dossiers. C'était un dossier purement politique. On m'a attribué des entreprises, des sociétés qui ne m'appartenaient pas. On a essayé de gonfler mon patrimoine. On a dit que j'avais un terrain qui coûtait 300 millions au Cap Skirring que j'avais acheté à 400 000, que j'avais acheté à 4 millions. Une radio de FM qui a Ziguinchor qui a coûté 13 millions, on a dit qu'elle coûtait 550 millions. Je pense que tout ça, quand on vous accuse sur des bases fallacieuses comme ça, c'est facile d'expliquer à votre entourage que tout ça, ça ne repose sur rien du tout. Donc, j'ai rassuré mes partisans politiques, j'ai rassuré ma famille politique, mais aussi ma famille biologique. Tout le monde sait que aussi j'étais éduqué sur les valeurs qui faisaient que... Et puis aussi, je suis fonctionnaire. Quand on est fonctionnaire, on sait comment fonctionne l'administration. Vous savez, dans l'administration, rien ne se perd. Tout se conserve. Et généralement, quand vous décidez, vous le grand patron, celui qui exécute, c'est souvent quelqu'un qui a... Abdoulaye Baldé est fonctionnaire. Abdoulaye Baldé a su garder ses arrières. Je suis gardé mes arrières. Je savais que un jour ou l'autre... La preuve, quand on nous a envoyé l'inspection générale d'État, sur la base desquelles on a accusé notre ami Khalifa Sall, moi aussi, on m'a envoyé l'inspection générale d'État, qui a séjourné pendant 3 mois à la mairie de Ziguinchor. Ils sont partis, ils sont revenus.
Ils ont fait 122 recommandations. Sur les 122 recommandations, les 22 seulement concernaient la mairie de Ziguinchor. Et il n'y a aucune malversation financière. Au contraire, le seul reproche sur le plan financier qui a été fait, il a été au détriment des services financiers de la mairie qui me devoir de l'argent parce qu'ils m'ont sous-payé sur des missions que j'avais faites et sur mon traitement salarial que je devais avoir. Donc par conséquent, je suis un fonctionnaire, je connais les procédures, j'essaie de me prémunir dans un certain nombre de maladresses qui, je sais, tôt ou tard, si elles sont communes, elles pourront être connues d'un jour ou l'autre. Donc, un fonctionnaire n'est pas de définition, un vrai fonctionnaire est un poltron. Oui, vous avez pris les devants, mais quand même, tous les politiques ont une notion quand même de l'administration. Ils ont une certaine idée de ce qui pourrait leur arriver après leur départ du poste. Mais quand même, ils sont nombreux à être épinglés. Quand on a occupé des fonctions comme des ministères de la République, des fonctions comme l'OCI également, ici au Sénégal, c'est pas difficile de trouver quelque chose à vous reprocher, non? Je vous ai dit, regardez un peu la classe politique sénégalaise, ceux qui ont été des fonctionnaires, qui ont été vraiment des fonctionnaires. Il y a Moustapha Niasse, il y a Ousmane Tanor Dieng, il y a Djibo Letika. Ces gens-là, ils connaissent comment fonctionne l'administration. Quand ils doivent faire des choses, ils vont réfléchir 1000 fois avant de le faire. Parce qu'ils savent les conséquences qui peuvent en découler. Moi, j'ai eu à occuper plusieurs fonctions. J'étais, c'est vrai, à l'ANOCI, j'étais même président du conseil d'administration de plusieurs sociétés en tant que secrétaire général. Ça veut dire quoi? Quand on a été fonctionnaire ou quand on est fonctionnaire et qu'on devient politique, on peut détourner de l'argent sans être épinglé. Non, ce n'est pas cela. On peut masquer les audits. On ne peut pas masquer les audits, mais on fait attention, on sait, on connaît les procédures. Et je pense qu'on est aussi, on fait beaucoup plus attention que quelqu'un qui vient d'arriver dans l'administration, qui ne connaît pas les règles de fonctionnement de l'administration, qui est devenu ministre parce qu'il est devenu politicien, qui était peut-être dans d'autres secteurs. Nous, on a grandi, on est né là-dedans, on sait comment ça fonctionne. Donc on fait beaucoup plus attention que les autres. En tout cas, si vous faites le constat, vous allez vous rendre vous-même compte. Et les 5 milliards avec la CREI? Vous savez, on m'a interdit de parler de ce dossier. C'est dans l'ordonnance qui m'a mis sous contrôle judiciaire. Nous avons, de façon générale et définitive, avec mes avocats, fourni toutes les preuves qui prouvent que le patrimoine que je détiens actuellement provient à une origine licite. Nous avons fourni plus de 1000 dossiers, de 1000 feuilles de preuves de mes avoirs sur le plan foncier. J'ai une maison qui est sous hypothèque que j'ai achetée quand j'étais jeune commissaire au niveau de la B6, sur une convention B6 Police. C'est là où j'habite aux Almadies. Et que j'ai conçu après la sueur de fonds. J'ai fourni toutes les preuves. J'ai une maison à Ziguinchor qui est sous bail de l'État du Sénégal. C'est un bail amphithéotique que je n'ai pas acheté, mais que j'ai... Donc l'ensemble des preuves ont été fournies à la commission. Abdoulaye Baldé n'est pas un milliardaire. Je suis loin d'être un milliardaire. J'aurais bien voulu l'être. Vous savez, une fois, ma fille m'a dit, papa, j'aurais bien voulu que les rêves, là, tout ce qu'on demande soit là, une réalité. Parce que je pense qu'on n'allait pas connaître certains problèmes. Vous savez qu'au Sénégal, on dessine chacun dans son salon et c'est démonter des choses. Un jour, mon épouse était dans une famille au Canada. Sans que les gens s'en rendent compte que c'était mon épouse. Et quelqu'un a dit, Abdoulaye Baldé, il est multimilliardaire, il a pris tel argent, il a ça, il a ça. Votre épouse au Canada? Elle était au Canada, elle était avocat. Et donc le monsieur qui parlait, il ne savait même pas de quoi il parlait. Et finalement, on lui a dit, mais c'est l'épouse de M. Baldé. Donc il était tellement gêné. Il n'avait aucune preuve de ce qui avance. Malheureusement, des propos de ce genre sont multiples au Sénégal. Moi, j'ai gagné honnêtement le patrimoine que je possède. Vous savez, il y a des moments où je pouvais par mois gagner plus de 10 millions. C'est parce que j'étais d'abord secrétaire général de la présidence de la République. J'étais directeur exécutif de l'ANOCI. Et je faisais des centaines de missions à l'étranger. Donc j'étais payé. À la fin du mois, je pouvais me retrouver minimum entre 10 et 15 millions. Avec les cumuls de fonctions? Avec les cumuls de fonctions. Ça, si vous l'additionnez
Je suis maire aussi, j'étais payé en tant que maire. J'étais président du conseil d'administration dans plusieurs sociétés. Donc par conséquent, avec tout ça, je n'ai qu'une maison à Dakar, j'en ai une autre maison à Ziguinchor. J'aurais pu avoir, d'abord, d'ailleurs quand l'expertise réelle a été faite, on s'est rendu compte que ce que je possède actuellement, je pouvais peut-être en avoir 4 fois. Donc Abdoulaye Baldé tranquille par rapport à la CREI. Je suis tranquille par rapport à la CREI, je suis tranquille par rapport à tout ce qui concerne la justice de mon pays. Moi, je suis un justiciable comme tous les autres. Quand j'étais convoqué... Mais vous êtes un homme politique par rapport à l'opinion. L'opinion a une certaine idée d'un Abdoulaye Baldé riche comme Crexus. Voilà, que dire à cette opinion une bonne fois? Mais je pense que c'est votre opinion, ce n'est pas l'opinion des Sénégalais. Maintenant, peut-être vous exprimez l'opinion d'une certaine partie des Sénégalais. À cela, je dirais que je vis convenablement, parce que je suis maire, je suis député, j'ai vu des revenus, des revenus décents. Je travaille, je suis universitaire, je pense quand même j'ai exercé de hautes fonctions dans ce pays-là. J'ai eu des fonctions au niveau international. Donc, j'ai des relations qui font que je vis convenablement. Mais je ne suis pas milliardaire. Je ne suis pas multimilliardaire, ce n'est pas vrai. Vous êtes juste millionnaire. Je suis millionnaire parce que chaque mois, on me paye 1 million minimum. C'est facile d'être millionnaire au Sénégal. À l'Assemblée nationale, on fait plus d'1 million. Je suis maire. Donc là aussi, je suis payé. Donc, millionnaire, je pense qu'il y en a beaucoup au Sénégal. Oui, quand vous nous dites que ceux qui ont pratiqué l'administration, ceux qui ont été des fonctionnaires et qui occupent par la suite des postes politiques sont rarement épinglés. Vous avez même cité Moussa Fagnas, Djibo Leyti Ka. Aujourd'hui, comparé à Khalifa Sall, il a manqué cette expérience? Khalifa Sall était je n'ai pas dit que Khalifa Sall a fait quoi que ce soit. Hein. Il est à Rebeuss. Hein. Il est à Rebeuss, mais ce qu'on lui reproche, bon, je pense qu'on aurait pu le reprocher à bien d'autres. Il s'agissait d'une... D'abord, là, on ne connaît pas la nature juridique de la caisse d'avance. Il s'agissait d'une caisse d'avance, il s'agissait de fonds politiques. Si c'est une caisse d'avance, c'est vrai qu'il y a des règles de fonctionnement d'une caisse d'avance. Mais si c'est des fonds politiques, généralement, c'est dépensé à la volonté de celui qui détient la caisse d'avance. Maintenant, toute la problématique réside dans la définition et dans la qualification juridique était-ce une caisse d'avance? Vous êtes maire, on n'a pas parlé de caisse d'avance avec Abdoulaye Baldé. On en parle avec Khalifa Sall. Par contre, je vais vous dire, quand l'inspection générale d'État est venue chez moi, et qu'ils se sont rendus compte qu'on avait des difficultés à payer peut-être des impôts qui étaient grillés, un certain nombre de problèmes qui se posaient dans la ville, et chaque fois on faisait des procédures assez longues pour décaisser peut-être 200 000 ou quelque chose comme ça. Ils nous ont dit la meilleure solution possible, c'est de faire une caisse d'avance. La caisse d'avance... Ils vous l'ont suggéré? Ils me l'ont suggéré, de faire une caisse d'avance pour que... Mais la caisse d'avance, elle est soumise à des règles de fonctionnement bien précises. On vous donne de l'argent, mais avant de la renouveler, vous devez prouver avec des pièces justificatives annexées que vous avez, voilà ce à quoi a servi la somme que vous en faites quoi de cette suggestion? Je suis en train de l'étudier avec mes services financiers. On peut s'attendre à Abdoulaye Baldé qui commet la même erreur commise par Khalifa Sall? Je n'ai pas dit que Khalifa Sall avait une caisse d'avance. Je sais que d'après lui et ses avocats, il s'agissait... La question posée autrement, Abdoulaye Baldé à la mairie de Dakar aurait été épinglé de la même manière avec une caisse d'avance? Ça dépend. Si on me disait que ce sont des fonds politiques, comme on l'a dit à Khalifa Sall, j'aurais peut-être agi de la même chose. Mais si on m'avait dit que c'était une caisse d'avance, il est évident que j'allais respecter lui-même, il parle rarement de fonds politiques. Il dit que c'est une pratique établie depuis longtemps, depuis Pape Diop, Mamadou Diop, ça a existé. Donc il a fait ce que tout le monde a fait, ce que tous ses prédécesseurs ont fait. De toute façon, bon, vous savez que la loi, elle est là et la pratique est là, mais quand on est dans l'administration, on doit appliquer la loi. L'opinion de Abdoulaye Baldé par rapport à ce sujet, c'est que Khalifa Sall est un détenu politique. Je dis que Khalifa Sall, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que nous prouve qu'il s'agissait d'une caisse d'avance, pour moi, il est un détenu politique.
Vous l'avez cité à 2 reprises en disant « mon ami Khalifa Sall ». Ça veut dire quoi? Parce que c'est vraiment un ami. Nous avons beaucoup sillonné le monde, l'Afrique. Nous appartenons à plusieurs associations d'élus au niveau du monde. Il est notre secrétaire général au niveau de l'Association internationale des maires francophones. Il m'a soutenu, il a soutenu ma candidature. Moi-même, je suis membre du bureau de l'Association internationale des maires francophones. Il a aussi, moi je l'ai soutenu en tant que président de l'Association des maires du Sénégal à devenir le président de CGLUA Afrique, c'est-à-dire Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Je l'ai soutenu, j'ai porté sa candidature. Cette structure crée des liens. Voilà, et nous avons, sur le plan international, quand on nous voit, on ne sait pas de quel... On a voyagé plusieurs fois, vous savez que nous avons... Vous avez voyagé plusieurs fois avec Aliou Sall, en tant que maire également. Aliou Sall, on a voyagé moins. J'ai beaucoup voyagé avec Khalifa Sall. Et nous avons même effectué un voyage avec le président Macky Sall au niveau de l'Union africaine pour défendre la création du Haut Conseil des collectivités territoriales au niveau de l'Union africaine. En ce moment, j'étais président de l'Association des maires du Sénégal. Nous étions en train de préparer le sommet Afrique-Cité. Donc j'ai voyagé avec Khalifa Sall, on est allé voir le roi du Maroc, on est allé voir plusieurs chefs d'État, sous recommandation du président Macky Sall ou sous recommandation du président Abdoulaye Wade. Donc par conséquent, nous avons tissé des liens d'amitié, des liens de fraternité et que je ne peux pas nier aujourd'hui. Qui sont loin des rapports entre vous et un Aliou Sall, un Macky Sall. Vous savez, Aliou Sall est un jeune frère. Peut-être beaucoup ne le savent pas. Mais lui-même, il a dit qu'il a beaucoup été influencé par ce que j'ai fait auparavant pour qu'il puisse faire d'abord l'ENA. Parce que, vous savez, les liens d'amitié, de parenté qui existent entre lui et ma belle famille. Donc, je l'ai connu jeune, Aliou Sall, il était jeune journaliste, il venait à la maison, je le connais. Mais on n'a pas les mêmes relations de travail que celles que j'ai avec Khalifa Sall. Votre épouse Gassama? Nos relations sont de nature différente. Oui, vous parlez de votre belle famille et vous parlez de la famille Sall. C'est à travers votre épouse. Oui, bien entendu. Et ces liens et la politique, qu'est-ce qui domine par rapport... Qu'est-ce qui prédomine? Mais mon épouse a été entendue l'année dernière à la CRI. Donc je pense que si la famille dominait, si ce sont les liens de famille qui dominaient, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Il a été mis sous contrôle judiciaire, interdit de voyager comme moi. Elle allait émarger tous les lundis à la CRI comme moi. Alors, je pense que si on avait mis à moi les liens de parenté, on n'en serait pas arrivé là. Il y en a des indiscrétions qui soutiennent que c'est parce que justement Abdoulaye Baldé était dans les dispositions de rejoindre la majorité présidentielle, mais c'est que son épouse a mis son veto. Mais c'est parce qu'il me croit un homme faible ou quelque chose comme ça. Moi, je pense que tous ceux qui me savent que j'ai des convictions. Je ne suis pas le veto de mon épouse. C'est vrai que je l'écoute dans tous les couples, on se parle. Mais quand j'ai une décision à prendre, je la prends. Moi, je suis un homme de conviction. J'ai des convictions. S'il n'y avait pas de conviction que j'ai créé un parti politique, je l'ai créé avec des milliers de femmes et d'hommes à travers le monde. Et que ce n'est pas sous l'influence de qui que ce soit. Si nous devons prendre des décisions, je ne la prends pas tout seul. Je la prends avec les personnes, celles et celles avec lesquelles nous avons battu ce parti, mais pas sous la dictée de qui que ce soit, encore moins de celle de mon épouse. Je pense que ça, on lui prête des intentions, on lui prête des propos, ou en tout cas, on lui prête des choses qui ne sont pas réelles. Mon épouse n'a pas ce pouvoir-là sur moi. Abdoulaye Baldé, sur ce plateau de Toute la Vérité. Retour après la publicité. Merci d'être avec nous sur la Sen TV. Bien le bonsoir, comme tous les soirs, le grand soir, l'essentiel. De manière ludique, Ben Mokhtar Diop et Aram Ndiaye vous livrent l'essentiel de l'information du Sénégal et du reste du monde. Un magazine qui vous livre l'essentiel de l'actualité politique, économique, internationale. L'essentiel, c'est aussi de l'information expliquée avec des analyses, des chroniques, des dossiers. L'essentiel, sur Sen TV, c'est de l'information XXL. yàggatul xewli yaa ngi nii di ñëw
salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi il est exactement 17h pile sur la chaîne leader seen xéwal dooratina. ngeen ko doon am du lundi au vendredi de 18h à 19h ba tey da ngeen koy am du lundi au vendredi. à partir de 17h jàpp 18h lépp loo leen soxla ci wàllum nouveauté wàllum produit di ngeen am possibilité découvrir ko fii ci suñu biir plateau. Cheikh Sarr Rokhaya Dieng ak séeréer yi. seen xéwal. ay xéwal rek la. Merci de rester avec nous, Abdoulaye Baldé, leader de l'UCS. Centriste, quand on parle d'Abdoulaye Baldé et quand on parle de politique, on peut réellement parler de doctrine, parce qu'au Sénégal, le débat ne se pose même pas. Mais si, au Sénégal, le débat se pose. C'est peut-être que maintenant qu'il y a ce melting pot où il y a peut-être des coalitions contre nature. Mais dans ça, vous trouvez des socialistes, je pense qu'ils se réclament comme tels. Vous avez des communistes qui se réclament comme étant des communistes et qui sont des communistes purs et durs et qui l'affirment et qui sont affiliés à des internationales au niveau du monde. Et vous avez des libéraux. Et donc, je pense que... Mais après, il y a, bien entendu, avec la floraison de partis politiques, pour constituer des majorités, on est souvent obligé d'aller de faire des alliances contre nature. Mais je pense que l'un dans l'autre, le débat idéologique, il est toujours là et il doit toujours exister. Et quand on gouverne, je pense qu'on gouverne à partir d'une idéologie, à partir de convictions. Nous sommes des centristes. Le centrisme est une doctrine, d'ailleurs, qui est en vogue. Parce que, vous voyez ce qui s'est passé en France. Macron est venu se mettre au milieu. Donc il a pris des gens de gauche. Macron est un homme du système quand même. Il n'est pas un homme du système, il est un homme du centre-gauche. Donc il est venu... Il est un homme du système, il a travaillé dans le système pendant 2 ans. Le centrisme du côté de la France, c'est surtout Bayrou. Non, il y a Bayrou, il y a l'UDI, il y a Jean-François Lagarde, il y a Borloo, tout ça, ce sont des centristes. Et au Sénégal? Et au centristes, Jean-Paul Diaz. Au Sénégal, il y a notre grand frère Jean-Paul Diaz, qui est du bloc des centristes gagnés. Et puis à nous, il y a beaucoup d'autres partis qui se réclament du centrisme, sans vraiment le proclamer de façon honnête et claire. Mais nous avons affirmé notre appartenance à cette famille politique, aussi bien au niveau du Sénégal qu'au niveau international, parce que nous faisons partie de l'international démocratique centriste, où nous siégeons. Mais vu du Sénégal, le centrisme, est-ce que ce n'est pas la solution la plus facile? Je ne suis ni de gauche, ni de droite, ni des socialistes, ni des libéraux, ni de la famille de Wade, ni de la famille de Senghor. C'est plus facile, non? Non, ce n'est pas facile. En fait, nous, on ne l'a pas choisi par facilité, on l'a choisi par conviction. Parce qu'on s'est dit... Et puis, même quand vous partez dans les démocraties les plus avancées, on vous dit toujours, peut-être, on gagne toujours par le centre. Parce que il y a toujours des compromis. Qui font, peut-être qu'après, on peut gouverner à droite ou à gauche, mais on gagne toujours par le centre. Le centrisme, c'est le refus des extrêmes, des extrémités. C'est l'équilibre, c'est la gouvernance à partir du réel, c'est le respect d'un certain nombre d'idées. C'est pour ça que vous ne voyez pas de l'excès dans nos propos. Quand le gouvernement fait de bonnes choses, nous nous apprécions positivement. Quand il fait des choses qui ne sont pas conformes aux intérêts du peuple, nous érigeons aussi, nous disons non. Mais nous ne sommes pas des nihilistes, parce que le centrisme, il refuse ce qui est nihilisme. D'ailleurs, vous voyez que Bayrou a été le premier, celui que vous considérez comme étant l'incarnation du centre en France, a été le premier à rejoindre Emmanuel Macron dans son combat. Il avait refusé d'aller, vous vous rappelez bien, avec Sarkozy. Il avait choisi... Donc ça aussi, c'est le centre, parce qu'il était dans un compromis, prendre ce qu'il y a de mieux de la droite et ce qu'il y a de mieux parce de la gauche. Parce qu'il y a du bon de partout. Il y a du bon de partout. Et votre positionnement dans ce milieu politique sénégalais, votre positionnement, Abdoulaye Baldé et l'UCS? Notre positionnement, on actuel. Est résolument positionné dans l'opposition sénégalaise. Vous êtes de l'opposition? Nous sommes un parti de l'opposition sénégalaise. Nous avons dit, répété et réitéré. Et je pense que dans notre comportement, cela le prouve aussi. Nous faisons des tournées de massification de notre parti et quand nous faisons ces tournées, nous ne faisons pas l'apologie du pouvoir. Au contraire,
nous essayons de dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais que nous allons voir, que ce soit au Sénégal ou dans la diaspora, quelle est notre vision du Sénégal de demain, quelle est notre vision du développement du Sénégal, quelle est notre vision de ce qui doit être le Sénégalais de demain, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan comportemental, mais aussi notre vision du développement de notre pays. L'UCS et de l'opposition. Et que fait l'UCS de ce combat de l'opposition actuelle, de vouloir imposer une cohabitation au régime de Macky Sall? Mais je pense que c'est un combat noble. Moi, je respecte. Je pense que chaque opposant aspire à arriver au pouvoir. Mais nous sommes dans un régime présidentiel. Un régime présidentiel qui peut, dans son application, c'est vrai, c'est comme le régime français. Une cohabitation est toujours possible, même si le président va toujours avoir incarné les institutions. Mais le gouvernement peut être, s'il y a une majorité parlementaire, peut être exercé par l'opposition. Donc ça, c'est possible. C'est une vision qu'a la plupart des leaders de l'opposition. D'autres ont une vision autre qui consiste à peut-être bâtir quelque chose de solide et à aller vers le combat suprême qui est celui de 2019. Et nous nous inscrivons dans cette logique-là, même si nous n'abandonnons pas, bien entendu, le combat de 2017, qui est un combat pour peut-être arriver tout de suite à une alternance, mais pas une alternance réelle, parce que l'alternance réelle, ce sera celle qui consistera à être chef d'État du Sénégal. Beaucoup d'acteurs politiques disent que le vrai combat, c'est celui de 2017. Celui de 2017, remporté par Macky Sall, c'est Macky Sall et son régime qui vont faire roue libre jusqu'à 2019. Ils ont déjà fait roue libre, je pense, depuis 2012. Mais, et pour la première fois, je pense qu'il y a une inversion du calendrier électoral. Donc, un président ne peut pas, peut-être, en 2017, il ne va pas bénéficier de l'état de grâce. Parce que chaque fois, l'élection présidentielle se passait avant les élections législatives. Cette fois-ci, on inverse les choses. C'est vrai que c'est une autre réalité, c'est un autre combat, mais qui peut être déterminant pour les échéances de 2019. Mais moi, je pense qu'il y a encore d'ici 2019, vous savez, en politique, les situations sont très changeantes. Et elles peuvent changer très vite. Renverser quand même la tendance au niveau du Parlement, c'est quelque chose. C'est quelque chose de très bien, mais est-ce qu'on aura le temps d'appliquer déjà un programme en 18 mois et de prouver aux Sénégalais que vous avez fait un mauvais choix en choisissant Macky Sall? Est-ce qu'on aura le temps de... Ça veut dire quoi? Abdoulaye Baldé dit non à l'appel d'Abdoulaye Wade. Je n'ai pas dit non. De chercher une coalition gagnante par rapport à ces législatives. Vous savez, nous, dans notre parti, on ne répond pas à des appels. On répond à des programmes, à des convictions, à quelque chose qui nous convainc. C'est-à-dire qu'on ne vient pas parce que de façon paternaliste, on nous a appelés, on va dans une coalition sans savoir de quoi elle est faite, sans savoir le programme de gouvernement qu'il nous propose, sans savoir quelles sont les convictions qui sont affichées. Nous ne faisons pas dans les états d'âme. Nous sommes des hommes politiques, nous sommes engagés dans la politique par conviction, avec un programme, avec une idéologie, avec une vision. Si on nous met en face quelque chose d'écrit, ce qui nous convainc en disant que bon, ça c'est bien pour le Sénégal si on le fait. Mais on ne va pas nous engager dans des combats qui vont aller vers l'instabilité du Sénégal ou qui vont en tout cas nous mener dans une transition que personne ne comprendra. S'il y a transition en temps, nous applaudissons parce que nous sommes de l'opposition. Mais pour y arriver, pour y aller, il faut beaucoup plus. Parce qu'au Sénégal, on parle beaucoup, on écrit très peu. Nous, on était dans une coalition qui s'appelait Manko Watu Sénégal, qui était une coalition pour la défense des libertés, pour la défense de la démocratie, la défense du processus électoral. Un beau jour, on se réveille, on nous dit qu'il y a une autre coalition qui s'appelle Manko Tahaou Sénégal. Nous étions dans la première, mais nous ne sommes pas dans la deuxième. Parce qu'on ne nous a pas associés, parce qu'on ne nous a pas montré un programme cohérent, parce qu'on ne nous a pas dit, on ne nous a pas montré une conviction et une vision claire de ce truc. Par conséquent, et on a entendu qu'on a appelé telle ou telle autre personne, nous n'avons pas été appelés. Et par conséquent, nous, on n'est pas demandeurs du tout. Donc nous avons pris notre décision et notre destin en main
Nous pensons qu'en fortifiant notre parti, nous fortifions l'opposition, que la coalition qui est en face, qui est constituée par des gens de valeur, hein. Moi j'ai beaucoup d'amis là-dedans, Idi Sesek c'est un grand frère, Malick Gakou est un ami, Oumar Sarr est un ami, tout le monde le sait. Donc, mais le président Wade est un père pour nous tous. Mais je pense que nous l'avons accompagné de 2000 à 2012. Maintenant, nous avons décidé de prendre notre destin en main en créant un parti politique. Et pour aller dans une coalition, nous y allons sur la base de principes, sur la base de valeurs, sur des bases programmatiques et sur des ambitions clairement affichées. Mais nous n'allons pas comme ça là-bas parce qu'il y a des états d'âme. Ça, je ne le ferai pas. Nous état d'âme, quand même. Parler d'état d'âme, ce n'est pas trop provocateur de votre part. Vous n'êtes pas convaincu par l'idée de Manko Taxawu Sénégal. Oui, mais état d'âme, ils gèrent des états d'âme, ceux qui sont dans ce projet? Je ne l'ai pas dit. Je dis qu'on ne nous a pas présenté un programme. Je ne vais pas parce que j'ai un état d'âme et que je veux coûte que coûte le départ du président qui est là, sans un programme, sans des propositions alternatives, sans un programme de gouvernance, sans des préalables en disant que si on gagne, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va proposer aux Sénégalais. Sur la base juste d'appels téléphoniques, de réunions, de petites réunions, sans aucun préalable. C'est ça que j'appelle état d'âme. Sur la base de ça, nous, on ne peut pas engager des milliers de femmes et d'hommes. Ce n'est pas un programme quand on veut opérer des ruptures, quand on veut changer le visage même de l'Assemblée nationale sénégalaise et passer carrément à des réformes institutionnelles dans ce pays. Mais je vous assure que nous nous inscrivons dans ces lignes-là. Peut-être qu'on n'est pas dans le Manko Taxawu Sénégal, mais on est dans la construction d'une coalition forte. Parce que quand même, n'oubliez pas que le paysage politique sénégalais se fait de 200 partis. Pour l'instant, ceux qui sont les signataires de Manko Taxawu Sénégal, ils sont au nombre de 10. Donc il y en a au moins 190 qui ne sont pas encore là-dedans. Mais les plus significatifs quand même. De l'opposition actuelle, ce sont des partis significatifs de l'opposition actuelle. Quand on parle du PDS, quand on parle de Rewmi, quand on parle du grand parti de Malick Gakou, quand on parle du Parti socialiste des valeurs avec les Khalifa Sall et autres, ce sont des partis significatifs. Vous êtes d'accord? Et aussi vous mettez notre parti. On n'est pas un parti significatif pour vous, ces gens-là? D'abord par rapport à cette coalition. Si vous comparez par rapport à l'effectif, une dizaine de partis, il en reste près de 200. Oui, mais 200 qui pèsent quoi? Vous savez, au Sénégal, il y a presque 200 partis. Mais si vous prenez les adhérents, c'est-à-dire que les personnes, les vrais militants de ces partis, ça ne fait pas 10 à 15% des Sénégalais. La plupart ne sont pas dans ces partis politiques. Ils sont chez eux, ils écoutent la radio, ils écoutent la télévision, ils vont peut-être voir les meetings ou les réunions publiques d'information qui sont faites par eux. Et puis après, ils choisissent. Ce n'est pas parce qu'il y a de grands noms qu'on a alignés sur les listes que cela fait... Mais la donne, elle est simple. Il y a la coalition de la mouvance présidentielle, la coalition Benno, qui va aux législatives. Il y a la coalition Manko Taxawu Sénégal. Il y aura d'autres coalitions issues certainement de la société civile, des coalitions avec des membres de la société civile. Et vous, votre coalition qui se dessine, le défi est énorme pour vous. Mais il y a de grands partis qui ne sont pas, que vous considérez comme des gars. Il y a le parti Acte de Abdoul Mbaye qui n'est pas dans cette coalition quand même. Le premier ministre Abdoul Mbaye. Vous avez les Sonko qui ne sont pas dans... les patriotes de Sonko qui ne sont pas dans cette coalition. Vous avez d'autres personnalités. Vous travaillez avec ces partis? Vous avez d'autres personnalités. Vous avez le ministre d'État Cheikh Tidiane Gadio qui n'est pas dans cette coalition. Vous avez Ali Sow qui n'est pas dans cette coalition. Il y a beaucoup d'autres leaders politiques qui ne sont pas dans cette coalition. Mais nous sommes en train de travailler, nous, à la mise en place d'une coalition forte aussi de l'opposition. C'est une coalition de l'opposition. Pour l'instant, on n'est pas ensemble. Pourquoi pas demain, s'ils viennent avec le groupe, avec notre groupe, on peut toujours former une coalition au niveau de l'Assemblée nationale. Il sait qui? Le Manko Taxawu Sénégal. Nous sommes de l'opposition. S'ils ont un bon groupe et que nous, si on a un autre groupe parlementaire, ils ont un groupe parlementaire, l'opposition aura 2 groupes parlementaires. Sinon pas le nombre d'équipes pour faire un groupe parlementaire. Si nous pouvons venir en appoint, nous pouvons le faire.
Par conséquent, nous sommes tous de l'opposition, nous avons tous le même combat. Nous n'avons peut-être pas les mêmes démarches, nous n'avons pas encore pour une fois le même programme, mais nous avons tous les mêmes ambitions pour notre pays. Et vous y allez en coalition, c'est clair? C'est clair que nous y allons en coalition. Avec qui? Pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Je suis sûr que d'ici 2 ou 3 jours, nous allons faire une conférence de presse avec les leaders qui vont constituer, qui sont autour de cette coalition. On m'a toujours accusé... Faites-moi cette faveur, donnez-moi la primeur. Vous êtes très loin dans les discussions, c'est clair. Nous sommes très loin, mais ils ne m'ont pas donné l'autorisation de dévoiler pour l'instant ni le nom de la coalition, ni les personnes qui sont là-dedans, qui ne sont pas que des hommes politiques. Il y a des mouvements de la société civile, il y a des syndicats, il y a aussi des personnes ressources qui sont dans des départements et qui n'ont pas de parti politique, mais qui sont des personnalités ressources qui pèsent dans leur localité. Avec cela, nous sommes aussi en discussion. On peut avoir une affiche, une annonce d'une coalition grandiose au niveau national, mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait une cohérence et une consistance au niveau de la base. Nous sommes en train de travailler sur ces 2 niveaux-là. On peut avoir une coalition, peut-être où il y aura de grands noms, mais qui, sur le plan de la base aussi, va peser lourd. Donc nous ne nous opposons pas aux autres qui sont des amis à l'opposition. Ce ne sera pas de l'opposition contre l'opposition. Ah non, du tout. Sauf si eux, ils s'engagent dans cette voie. Mais nous, comme nous sommes des centristes, nous avons toujours un langage modéré, respectueux vis-à-vis. Ce ne sont pas des ennemis. Nous sommes tous des opposants. Ce ne sont même pas des adversaires, parce que nous sommes tous... Notre seul adversaire, c'est le pouvoir qui est là. Et nous considérons que nous avons tous le même combat. Ils ont le chemin, nous avons le nôtre. Nous allons nous adresser aux Sénégalais peut-être dans les mêmes termes. Maintenant, celui qui sera beaucoup plus convaincant, les Sénégalais seront avec eux. Mais toujours que l'un dans l'autre, c'est le Sénégal qui gagnera. Le temps passe vite. Oui, parlons de la Casamance. Au niveau de la Casamance, cette partie sud du pays, il y a l'arrivée également en Gambie de Adama Barrow. Une bonne nouvelle pour cette partie du pays? Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle. Mais je pense que moi, je n'ai pas vu encore de changement notable depuis qu'Adama Barrow est arrivé. Vous n'avez pas été le voir? Non, du tout. Je n'ai pas été le voir. Et, comme je n'ai pas été voir à Djamé aussi quand il était là. Je l'ai rencontré dans le cadre de mes fonctions ministérielles quand j'étais ministre de la Défense. J'étais ministre des Forces armées. J'étais porteur de message du président Abdoulaye Wade. Mais je considère que ce qui est important dans notre sous-région, il ne s'agit pas d'un changement de régime en Gambie. Mais c'est toute une politique sous-régionale de pacification de l'espace qui va de la Guinée-Bissau à Guinée-Conakry, à Gambie, le Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de fléaux qui ne sont pas seulement d'ordre irrédentiste. Le mouvement indépendantiste Casamance, il n'est pas seulement en Gambie, il est aussi en Guinée-Bissau. Donc le fait qu'il y ait un changement de régime en Gambie, ça peut être peut-être quelque chose qui pourrait faciliter les choses. Mais de façon générale... Abdoulaye Baldé attend davantage de Banjul. Moi, j'attends davantage de l'ensemble de la sous-région. Il faut qu'on ait une politique d'intégration sous-régionale beaucoup plus hardie, avec une volonté politique beaucoup plus affirmée d'intégration sous-régionale, parce que nous sommes menacés par plusieurs fléaux qui sont, c'est vrai, le mouvement irrédentiste Casamance, il y en a un, il y a le trafic de la drogue, nous sommes du bois, nous ne sommes pas à l'abri d'Al-Qaïda, des attaques du terrorisme. Il y a des maladies comme Ebola, Ebola qui réapparaît du côté de la RDC. Voilà, il y a l'immigration clandestine. Il y a beaucoup de choses qui font que, de façon périodique, les chefs d'État de cette sous-région doivent se réunir pour mettre en place une politique concertée de lutte contre ces fléaux. Mais présentement, oui, du côté de la Casamance, le désenclavement, oui, ça s'est amélioré. Les bateaux fonctionnent normalement, non? Les bateaux fonctionnent, mais ce n'est pas avec l'arrivée du nouveau président. Je pense que les bateaux, ils étaient commandés depuis... Mais au moins par rapport à la maintenance. Tout à fait. Les efforts sont fournis. Non, les efforts sont fournis. Maintenant, il y a aussi la
a la construction qui est en cours du pont de Farafenni, qui pourra beaucoup aider au désenclavement de la Casamance. Mais il faut aussi, en dehors de ce que j'appelle les autoroutes de la foi, c'est-à-dire l'autoroute Ila Touba, l'autoroute qui va peut-être aller à Tchao. Ma fille m'a dit, papa, j'aurais bien voulu que les rêves, là, tout ce qu'on demande soit là, une réalité, parce que je pense qu'on n'allait pas connaître certains problèmes. Vous savez qu'au Sénégal, on dessine chacun dans son salon et c'est démonter des choses. Un jour, mon épouse était dans une famille au Canada, sans que les gens s'en rendent compte que c'était mon épouse. Et quelqu'un a dit, Abdoulaye Baldé, il est multimilliardaire, il a pris tel argent, il a ça, Votre épouse au Canada? Elle était au Canada, elle était avocat. Et donc le monsieur qui parlait, il ne savait même pas de quoi il parlait. Et finalement, on lui a dit, mais c'est l'épouse de M. Baldé. Donc il était tellement gêné, il n'avait aucune preuve de ce qui avance. Malheureusement, des propos de ce genre sont multiples au Sénégal. Moi, j'ai gagné honnêtement le patrimoine que je possède. Vous savez, il y a des moments où je pouvais par mois gagner plus de 10 millions. C'est parce que j'étais d'abord secrétaire général de la présidence de la République. J'étais directeur exécutif de l'ANOCI. Et je faisais des centaines de missions à l'étranger. Donc j'étais payé. À la fin du mois, je pouvais me retrouver minimum entre 10 et 15 millions. Avec les cumuls de fonctions. Avec les cumuls de fonctions. Ça, si vous l'additionnez, je suis maire aussi, j'étais payé en tant que maire. J'étais président du conseil d'administration dans plusieurs sociétés. Donc par conséquent, avec tout ça, je n'ai qu'une maison à Dakar. J'en ai une autre maison à Ziguinchor. J'aurais pu avoir, d'abord, d'ailleurs, quand l'expertise réelle a été faite, on s'est rendu compte que ce que je possède actuellement, je pouvais peut-être en avoir 4 fois. Donc Abdoulaye Baldé, tranquille par rapport à la CREI? Je suis tranquille par rapport à la CREI, je suis tranquille par rapport à tout ce qui concerne la justice de mon pays. Moi, je suis un justiciable comme tous les autres. Quand j'étais convoqué... Mais vous êtes un homme politique par rapport à l'opinion. L'opinion a une certaine idée d'un Abdoulaye Baldé riche comme Crésus. Voilà, que dire à cette opinion une bonne fois? Mais je pense que c'est reçu avec tous les honneurs, par les généraux. Et quand je suis retourné là-bas la première fois, j'étais retourné comme un petit délinquant. Donc accueilli comme si j'avais volé de l'argent, comme si j'avais fait des trucs. Donc ça m'a fait du mal. Et puis je suis parti plusieurs fois, des enquêtes à la gendarmerie à n'en plus finir. Et ensuite à la CREI. Quoi, ils vous ont fait poireauter? Ils m'ont fait poireauter. Ils sont venus me cueillir devant mes enfants. Quand même, les gens oublient ce passage-là. J'étais arrêté chez moi. Les gendarmes sont venus m'arrêter. Ils m'ont mis dans le fourgonnette. J'étais allé chez le procureur. J'ai rencontré plusieurs fois le procureur, devant la commission d'instruction. Il y a des fois où je suis parti et ça n'a pas été médiatisé parce que je n'ai pas voulu le faire, mais je suis parti plusieurs fois à la commission d'instruction pour être entendu. Tous les lundis, je pense que Briban ne peut pas être plus grande. Tous les lundis, je suis obligé partout où je suis d'aller signer pour signaler ma présence au niveau du territoire national. Je pouvais juste me déplacer jusqu'à Diamniadio. Quand je suis dans la région de Dakar, si je vais à Thiès, je vais à Mbour, je suis obligé d'appeler à la commission d'instruction. Et vous avez subi tout cela comme de l'humiliation? C'est de l'humiliation. C'est de l'humiliation. Moi, je trouve que c'est... Vous êtes un citoyen? Je suis un citoyen sénégalais. Un justiciable? Tout à fait, je ne le refuse pas. Mais vous savez, la justice, elle se fait en respectant un certain nombre de principes. De droit, moi je suis un juriste, je suis docteur d'État en droit, donc si une juridiction... Mais quand on parle de délit financier, il y a un minimum quand même. Un délit, vous savez, un citoyen tant qu'il n'est pas condamné, il est innocent. Donc il y a la présomption d'innocence qui fait qu'il faut respecter un certain nombre de principes. Et dans notre loi pénale, la procédure, quand il s'agit de l'instruction, il y a un délai pour une instruction. C'est 6 mois l'instruction, une inscription normale. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un dans une situation qui est une situation d'exception, de privation de liberté, de privation de mouvement pendant presque 5 ans. Mais vous n'avez pas été le seul à subir ce type de traitement. Il y en a même, j'ai cité tantôt Karim Wade, il y en a beaucoup, Karim Wade, parce que en vous voyant, des fois on pense à Karim Wade, vous avez été très proche à un moment.
Oui, vous n'avez pas été le seul homme politique à subir cela. Au niveau de votre famille, au niveau de votre formation politique, comment on a perçu? D'abord, je vous rectifie. Je pense que les gens font souvent beaucoup d'injustices vis-à-vis de moi. Parce qu'en dehors de Karim Wade, de Taïb Ndiaye qui a été mis en demeure, parmi les 25 qu'on a cités, j'étais le seul à avoir été mis en demeure, de justifier le régime de mai. J'étais le seul à avoir été inculpé. J'étais le seul à avoir été mis sous contrôle judiciaire parmi tous les autres hommes politiques. Vous n'avez pas entendu quelqu'un d'autre. C'est ce régime-là. Et je suis le seul dont le dossier est dans une phase terminale d'instruction. Par conséquent, je ne vois pas la faveur qui m'a été faite dans tout ça. Maintenant, comment ma famille politique a perçu ça? Tout le monde le connaît. Dès le départ, je leur ai expliqué les tenants et les aboutissants de ces dossiers. C'était un dossier purement politique. On m'a attribué des entreprises, des sociétés qui ne m'appartenaient pas. On a essayé de gonfler mon patrimoine. On a dit que j'avais un terrain qui coûtait 300 millions au Cap Skirring que j'avais acheté à 400 000, que j'avais acheté à 4 millions. Une radio de FM qui a Ziguinchor qui a coûté 13 millions, on a dit qu'elle coûtait 550 millions. Je pense que tout ça, quand on vous accuse sur des bases fallacieuses comme ça, c'est facile d'expliquer à votre entourage que tout ça, ça ne repose sur rien du tout. Et donc, j'ai rassuré mes partisans politiques, j'ai rassuré ma famille politique, mais aussi ma famille biologique. Tout le monde connaît, c'est que aussi j'étais éduqué sur les valeurs qui faisaient que... Et puis aussi, je suis fonctionnaire. Quand on est fonctionnaire, on sait comment fonctionne l'administration. Quand ils doivent faire des choses, ils vont réfléchir 1000 fois avant de le faire. Parce qu'ils savent les conséquences qui peuvent en découler. Moi, j'ai eu à occuper plusieurs fonctions. J'étais, c'est vrai, à l'ANOCI. J'étais même président du conseil d'administration de plusieurs sociétés en tant que secrétaire général. Ça veut dire quoi? Quand on a été fonctionnaire ou quand on est fonctionnaire et qu'on devient politique, on peut détourner de l'argent sans être épinglé. Non, ce n'est pas cela. On peut masquer les audits. On ne peut pas masquer les audits, mais on fait attention, on sait, on connaît les procédures. Et je pense qu'on est aussi, on fait beaucoup plus attention que quelqu'un qui vient d'arriver dans l'administration, qui ne connaît pas les règles de fonctionnement de l'administration, qui est devenu ministre parce qu'il est devenu politicien, qui était peut-être dans d'autres secteurs. Nous, on a grandi, on est né là-dedans, on sait comment ça fonctionne. Donc on fait beaucoup plus attention que les autres. En tout cas, si vous faites le constat, vous allez vous rendre vous-même compte. Et les 5 milliards avec la CREI? Vous savez, on m'a interdit de parler de ce dossier. C'est dans l'ordonnance qui m'a mis sous contrôle judiciaire. Nous avons, de façon générale et définitive, avec mes avocats, fourni toutes les preuves qui prouvent que le patrimoine que je détiens actuellement provient à une origine licite. Nous avons fourni plus de 1000 dossiers, de 1000 feuilles de preuves de mes avoirs sur le plan foncier. J'ai une maison qui est sous hypothèque que j'ai achetée quand j'étais jeune commissaire au niveau de la B6, sur une convention B6 Police. C'est là où j'habite aux Almadies. Et que j'ai conçu après la sueur de fonds. J'ai fourni toutes les preuves. J'ai une maison à Ziguinchor qui est sous bail de l'État du Sénégal. C'est un bail amphithéotique que je n'ai pas acheté, mais que j'ai... Donc, l'ensemble des preuves ont été fournies à la commission... Abdoulaye Baldé n'est pas un milliardaire. Je suis loin d'être un milliardaire. J'aurais bien voulu l'être. Vous savez, une fois, vous savez, dans l'administration, rien ne se perd. Tout se conserve. Et généralement, quand vous décidez, vous, le grand patron, celui qui exécute, c'est souvent quelqu'un qui a... Abdoulaye Baldé est fonctionnaire. Abdoulaye Baldé a su garder ses arrières. Je suis gardé mes arrières. Je savais que un jour ou l'autre... La preuve, quand on nous a envoyé l'inspection générale d'État, sur la base desquelles on a accusé notre ami Khalifa Sall, moi aussi, on m'a envoyé l'inspection générale d'État, qui a séjourné pendant 3 mois à la mairie de Ziguinchor. Ils sont partis, ils sont revenus. Ils ont fait 122 recommandations. Sur les 122 recommandations, les 22 seulement concernaient la mairie de Ziguinchor. Et il n'y a aucune malversation financière. Au contraire, le seul reproche sur le plan financier qui a été fait, il a été au détriment des services financiers de la mairie qui me reste me devoir de l'argent
parce qu'ils m'ont sous-payé sur les missions que j'avais faites et sur mon traitement salarial que je devais avoir. Donc par conséquent, je suis un fonctionnaire, je connais les procédures, j'essaie de me prémunir d'un certain nombre de maladresses qui, je sais, tôt ou tard, si elles sont communes, elles pourront être connues d'un jour ou l'autre. Donc, un fonctionnaire n'est pas de définition, un vrai fonctionnaire est un poltron. Oui, vous avez pris les devants, mais quand même, tous les politiques ont une notion quand même de l'administration. Ils ont une certaine idée de ce qui pourrait leur arriver après leur départ du poste. Mais quand même, ils sont nombreux à être épinglés. Quand on a occupé des fonctions comme des ministères de la République, des fonctions comme l'OCI également, ici au Sénégal, c'est pas difficile de trouver quelque chose à vous reprocher, non? Je vous ai dit, regardez un peu la classe politique sénégalaise, ceux qui ont été des fonctionnaires, qui ont été vraiment des fonctionnaires. Il y a Moustapha Niasse, il y a Ousmane Tanor Dieng, il y a Djibo Letika. Ces gens-là, ils connaissent comment fonctionne l'administration.